Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo sur un sujet que certains d'entre vous m'ont demandé à plusieurs reprises, ils se reconnaîtront. On va parler de thunderbolting, et on va aussi parler du coup un petit peu d'overclocking, puisque c'est un peu le penchant inverse. Et je vous donnerai un petit peu mon point de vue, pourquoi actuellement je trouve l'undervolting plus intéressant que l'overclocking. Du coup on y va, c'est parti. Et donc avant de commencer à parler d'undervolting, on va d'abord aborder l'overclocking. Si vous êtes dans le milieu du hardware informatique, depuis un certain temps, vous avez probablement, très certainement entendu parler de l'overclocking. Donc c'est de l'optimisation, c'est augmenter les fréquences de fonctionnement, parfois c'est réduire les timings quand on parle de la RAM, augmenter le voltage, optimiser le refroidissement, puisqu'évidemment au plus on augmente la fréquence, le voltage, et tout ça au plus il y a de chaleur à dissiper. Donc, c'est un peu un sport entre guillemets, il y a des compétitions là-dessus, il y a des records, enfin bref. Il y a tout un milieu autour de l'overclocking. Personnellement, j'ai rien contre ça, si c'est votre kiff à vous ou à certains d'entre vous, pas de problème à ce niveau-là. Par contre, pour moi, personnellement, je trouve qu'on est quand même parti dans une dérive assez forte au niveau de ce truc-là par rapport à ce que c'était à une époque. Pour moi, l'overclocking, c'était intéressant à suivre et à faire. À l'époque, par exemple, du Celeron 300A, à l'époque, où on pouvait le faire passer à 450 MHz au lieu de 300, ce qui nous faisait une hausse de 50% de la fréquence, ce qui nous permettait d'avoir, grosso modo, un Pentium 2 450 au prix d'un Celeron 300A. Ça permettait en gros de faire des économies et d'avoir des performances relativement similaires. Plus récemment, on avait les fameux i5 2500K et les i7 2600, 2600K qui prenaient aussi de gros overclocking. Avec les cartes graphiques, c'est pareil, on avait parfois des modèles qui se overclockaient très bien pour rejoindre le niveau de performance de la carte plus chère. Et force est de constater qu'actuellement on n'est plus du tout dans ce truc-là. Là où l'overclocking pour moi à une époque c'était synonyme de gain d'argent et de puissance, maintenant je dirais que l'overclocking c'est un peu l'inverse. On gagne très peu au niveau du gain de performance, pour un prix qui s'envole allègrement, puisque overclocker, ça a tendance à coûter plutôt cher, maintenant c'est devenu un business. Et comme les fabricants de matos se sont bien aperçus qu'il y avait un business à ce niveau-là, eh bien les marges d'overclocking sont devenues tout simplement de plus en plus réduites. Je veux dire, actuellement sur les GPU, que ce soit les RTX 3000 ou les Radeon 6000, l'overclocking c'est 5-10% dans le meilleur des cas, c'est au prix d'une hausse de la consommation et de la chauffe assez conséquente, et pour un gain au final imperceptible en jeu quasiment. Comment on en est arrivé là? C'est plutôt simple, les fabricants de GPU tentent de faire fonctionner leurs puces le plus rapidement possible et aux fréquences le plus hautes possible de base pour justement les vendre le plus cher possible. Ce qui fait par exemple, si on prend l'exemple d'AMD ou d'NVIDIA, entre la 6900 XT et la 6800 XT, la seule chose qui change, c'est le nombre d'unités de calcul, la fréquence est la même. Chez Nvidia, c'est à peu près pareil, entre la 3090 et la 3080, la grosse différence se situe chez eux plus au niveau des unités de calcul et de l'interface mémoire qui change. Contre au niveau des fréquences, on est à peu près au même niveau. Et quand il n'y a pas ces grosses différences au niveau d'unités de calcul, que la fréquence pourrait être rattrapée assez facilement par le modèle inférieur, par exemple, ce que fait Nvidia entre une 3060 Ti et une 3070, eh bien, ils mettent une limite de consommation maximale au niveau du boost. Ce qui fait qu'on est bloqué complètement au niveau du BIOS, on ne peut pas dépasser une certaine consommation, ce qui fait que du coup, on ne pourra jamais overclocker sa 3060 Ti pour arriver au même niveau de performance qu'une 3070, qui pourtant est une carte quasiment identique. Et au niveau des processeurs, c'est un peu la même chose. Chez AMD, tous les processeurs quasiment sont vendus pratiquement à leur fréquence maximale, on peut gagner très peu, encore une fois au prix d'une conso et d'une chauffe excessive, puisque la puce est déjà quasiment au taquet. Chez Intel, on commence à y arriver aussi tout doucement, on verra bien si ça s'accentue sur les générations suivantes, mais on voit que sur la génération 11, pratiquement, il n'y a pas non plus une marge incroyable au niveau de l'overclocking, et très certainement moindre que ce qu'on avait par le passé. Donc bref, personnellement, moi l'overclocking,
ça m'intéresse plus spécialement, puisque je trouve qu'on n'y a plus grand chose à y gagner par rapport à une certaine époque où on avait vraiment des gains hyper intéressants. Bah là, c'est plus trop le cas. Et personnellement, moi je ne joue pas à 3D Mark ou au benchmark, ça m'intéresse pas des masses. Généralement, quand j'ai une carte, j'ai plutôt envie de m'en servir pour jouer, ou pour voir les résultats en jeu. Quand je fais ma série de bench, il n'y a jamais de benchmark synthétique, tout simplement parce que je m'en fous. Mais bon, du coup, comme l'overclocking c'est devenu beaucoup moins intéressant, en partie à cause des constructeurs de matos tout simplement qui ont compris que ça pouvait se monétiser, et bien du coup on a vu apparaître une autre pratique qui est l'undervolting. Alors l'undervolting c'est un peu le côté inverse, et pour moi l'undervolting c'est essayer d'optimiser la puce dans l'autre sens, donc c'est essayer de faire en sorte qu'elle consomme le moins possible, qu'elle chauffe le moins possible, tout en donnant les mêmes performances, voire parfois des performances meilleures que la carte à stock. Parce que oui, on peut gagner en performance en undervoltant, et c'est ce qu'on va voir ici. Donc l'undervolting, pourquoi c'est possible? Eh bien parce que quand les fabricants de GPU ou de CPU créent une puce, ils doivent définir un voltage et une fréquence qui devraient être acceptés par la plupart des puces qui seront produites. Donc du coup, la plupart du temps, il y a une marge à la baisse de ce voltage, puisque les fabricants se laissent un peu de mou pour dire que la plupart des puces soient valides. Du coup, on peut s'amuser un petit peu à réduire ce voltage, tout en laissant la même fréquence, pour obtenir les mêmes performances, mais en ayant une puce qui chauffe moins. Et comme de l'autre côté, on est aussi maintenant limité par une enveloppe de consommation, si on abaisse la consommation en diminuant le voltage de la puce, on peut se permettre d'avoir des fréquences plus élevées parfois, quand la puce est capable de le prendre, ce qui fait qu'on obtient du coup des performances supérieures à stock en abaissant la consommation et la chauffe. Et donc du coup, pour vous montrer ça sur deux GPU différents, donc sur les deux marques principales, j'ai pris la 6800 XT et la 3080, tous les deux en modèle de référence, et j'ai fait quelques petits tests à différentes fréquences, à différents voltages, et vous pourrez voir que c'est pas inintéressant d'undervolter, principalement sur la RTX 3000. Je vous avouerai que sur les 6800, un peu moins intéressant, malheureusement j'ai plus la 6700 XT, mais ça aurait été intéressant de voir comment elle se comporte. Mais je ne perds pas espoir d'en trouver une autre, un de ces quatre, et un modèle de ref, ça me ferait plaisir d'en choper un. Donc on va commencer dans un premier temps avec la Radeon, puisque c'est un peu plus simple à faire chez AMD au niveau de l'undervolting. On verra ensuite pour Nvidia, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas non plus un truc de fou. Mais on doit bidouiller un petit peu plus. Donc on y va, c'est parti pour la 6800 XT. Donc chez AMD, c'est plutôt simple d'overclocker ou d'undervolter sa Radeon, puisque on a un outil qui est inclus directement dans les drivers. Et l'outil intégré vous permet en gros de faire tout ce que fait Afterburner sans avoir besoin d'installer celui-ci, du coup c'est plutôt pratique et je trouve l'outil plutôt bien fait. C'est plutôt simple d'y accéder, vous lancez votre interface des drivers, vous allez dans Performance et dans Tuning, et là vous allez dans Manuel et vous activez tout ce qui est activable et du coup vous voyez que vous avez accès à quasiment tous les settings possibles pour votre GPU. Donc on peut changer la fréquence minimum du GPU, la fréquence maximale, le voltage. Pour la RAM, c'est à peu près pareil, on peut changer les timings en plus ou moins agressif et la fréquence. On peut changer la vitesse du ventilateur et on peut augmenter la limite de consommation maximale. Donc pour notre 6800 XT, j'ai testé tout ça sous Cyberpunk 2077 en faisant ma boucle de benchmark habituelle. Et on verra que les résultats changent et sont parfois intéressants. Du coup, à stock, notre 6800 XT tourne à 2349 MHz, avec un voltage de 1150 mV, ce qui nous donne à l'utilisation 245-255 watts et une chauffe allant de 75 à 80 degrés, ce qui nous donne en jeu 65,2 FPS en moyenne. Et donc premier test relativement simple, j'ai juste baissé le voltage de 100 mV, ce qui nous donne toujours la même fréquence à 1050 mV, et en faisant le test on s'aperçoit que du coup, au niveau de la consommation, on passe à 220-240 watts. Au niveau de la chauffe, ça reste pareil, mais rien qu'en diminuant le voltage, on est passé de 65,2 FPS à 66,8. Encore une fois, undervolter, ça permet de gagner sur la consommation totale de la carte, et du coup celle-ci se permet d'avoir des fréquences légèrement plus élevées, ce qui nous donne des performances légèrement meilleures sur le jeu, tout en consommant moins. Au niveau de la chauffe, pas de différence, pourquoi?
Alors là, par contre, ça a à voir principalement avec la courbe de ventilation de la 6800 XT. J'en parle assez souvent, mais la courbe de ventilation de base est assez étrange. En gros, AMD a fait en sorte que la carte soit le plus silencieuse possible, tout en ciblant une température d'environ 80 degrés. Alors personnellement, je trouve ça un peu dommage, puisque en changeant la courbe, on s'aperçoit que ça fait pas vraiment beaucoup plus de bruit, voire pas du tout, et en plus on gagne beaucoup au niveau de la température. Donc c'est ce que j'ai fait pour le troisième test, toujours 100 mV, mais avec une courbe de ventilation plus optimisée, et donc on voit qu'au niveau de la conso, on est toujours au même niveau. Par contre, au niveau de la chauffe, on a gagné environ 10 degrés, et au niveau des performances, on va dire que c'est légèrement supérieur, voire identique, on est clairement dans la marge d'erreur. On est passé de 66,8 à 67, c'est imperceptible, tout simplement. Mais bon, on voit déjà, rien qu'en diminuant le voltage de 100 mV et en changeant la courbe de ventilation, on a gagné 20, 30 watts de conso, on a gagné 10 degrés, et on a gagné en performance. Mais bon, pour le quatrième test, ce qui est intéressant aussi quand on undervolt, c'est parfois d'essayer d'augmenter la fréquence pour arriver plus haut au niveau de la consommation, donc arriver à peu près aux performances à stock au niveau de la conso, mais en ayant une fréquence plus élevée. Donc ici c'est pareil, j'ai laissé ma courbe de ventilation sur tous les autres tests, puisque de toute façon c'est celle que j'utilise tout le temps personnellement, et on voit qu'en passant le GPU à 2450 MHz, toujours à 1050 mV de conso, on remonte au niveau de la conso à 240-255 watts. Au niveau de la chauffe, on reste à 65-70 degrés. Et on gagne un petit peu en performance, puisque là on passe de 67 à 68,8 fps, on va dire 69, et je dirais que là c'est un peu le combo gagnant-gagnant. On consomme toujours légèrement moins, on a moins de chauffe, mais on a des meilleures performances. En gros, on a optimisé notre carte. Et donc pour comparaison, j'ai fait de l'overclocking très simple, pour voir justement si c'était plus rentable ou pas. Donc j'ai dans un premier temps toujours laissé mon voltage à 1050 mV, j'ai augmenté la limite de consommation totale de la carte, tout en laissant le même overclocking que juste avant, donc toujours 2450 MHz. On voit là que au niveau de la conso c'était légèrement plus élevé, au niveau de la chauffe c'est resté pareil, et au niveau des performances on était redescendu entre guillemets à 68 fps. Bon, la limite de consommation a en gros quasiment rien changé, la carte consommait juste un tout petit peu plus, mais pas au niveau maximum. Donc, pour le dernier test, donc du coup on a rajouté 100 mV à stock, ce qui nous donnait 1250 mV, on a augmenté la limite de consommation de 15%, et on a aussi augmenté la fréquence du corps de 150 MHz ici, ce qui nous fait 2550 MHz. Et en test, ça nous donnait ici une consommation de 260-270 watts, une chauffe légèrement plus élevée, on gagnait 5 degrés, pour des performances identiques à ce qu'on avait précédemment. Bon alors c'est un overclocking très simple, que ce soit pour la 6800 XT ou la 3080, après je ne touche pas du tout à l'overclocking de la RAM, mais encore une fois on voit qu'on n'y gagne quasiment rien, même par rapport à stock, on passe de 65 fps à environ 68, en jeu honnêtement c'est imperceptible, et on voit concrètement que l'undervolting, plutôt simple et pas très élevé non plus, 100 mV c'est pas grand chose, malgré tout on gagne quand même un peu en consommation, et on peut aussi gagner un petit peu en chauffe, en changeant la courbe de ventilation certes. Après, le souci de l'undervolting, c'est que c'est comme l'overclocking. On peut avoir une carte qui underclock, qui accepte de tourner avec un voltage beaucoup plus bas que la mienne, par exemple, je peux pas l'undervolter beaucoup plus, celle-ci, elle est juste pas terrible à ce niveau-là. Comme on peut avoir une carte qui s'overclock très bien et qui accepte de prendre beaucoup de voltage en plus, et des fréquences du coup beaucoup plus hautes, ça dépend des GPU. Je dirais que ça c'est complètement la loterie. Il n'y a pas de lien entre les deux, Une carte qui s'overclock très bien ne va pas forcément s'undervolter très bien, et inversement. Donc bon, sur la Radeon, on voit que l'undervolting ça a un petit gain au niveau de la conso, ça peut apporter aussi un petit gain au niveau des performances de la carte, même si c'est très modéré. Mais bon, au global, pourquoi ne pas le faire Personnellement, je trouve que moins consommer, c'est toujours une bonne chose, et avoir un petit peu moins de chauffe, même si ça se voit pas forcément dans les chiffres, c'est plutôt rentable. Et donc pour les GPU d'NVIDIA, c'est un petit peu différent de ce qu'on avait avec les cartes d'AMD, puisque chez AMD on avait accès directement au voltage qu'on pouvait changer comme on voulait. Chez NVIDIA, on est obligé de passer par Afterburner, et on verra que c'est pas hyper compliqué non plus, mais ça marche pas de la même façon, c'est pas aussi simple.
Donc vous allez sur le site d'Afterburner, vous le téléchargez, vous l'installez, vous arrivez sur la fenêtre d'Afterburner, où vous avez tout ce qui est fréquence et compagnie. Et la première chose à faire, c'est de faire un CTRL F, ce qui va vous apporter une petite fenêtre supplémentaire où vous allez voir une courbe avec plein de petits carrés. Ce qu'il est intéressant de faire dans un premier temps, c'est de baisser la fréquence sur Afterburner, de mettre moins 200 MHz à peu près, ce qui va vous abaisser votre courbe. Et ensuite, pour pouvoir undervolter, ce qu'il faut faire, c'est déjà savoir à peu près combien de millivolts vous souhaitez avoir. Donc ici, pour l'exemple, on va prendre le réglage classique et efficace du 1850 MHz à 850 mV. Donc du coup, sur la ligne du bas, vous cherchez les 850 mV, vous cliquez sur le petit carré, vous le faites grimper, et vous voyez à gauche la fréquence qui change. Donc vous le mettez jusque 1850 ou la fréquence que vous souhaitez obtenir à ce voltage-là, et ensuite vous cliquez sur Appliquer sur Afterburner, et vous allez voir que la courbe va monter jusqu'à la fréquence que vous avez définie, et ensuite elle va s'aplatir. Ce qui fait que, en fait, la fréquence et le voltage maximum sont définis. Par exemple, ici à 1850, 850, le GPU ne tournera plus qu'à 1850 MHz au maximum à un voltage donné. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, c'est un peu bizarre, mais bon, ça marche, c'est le principal. Du coup, je suis allé un peu à la pêche et j'ai trouvé quelques réglages, je dirais, opti, qui fonctionnent normalement sur à peu près toutes les cartes, que ce soit les 3080 ou les 3090, puisqu'elles sont plutôt identiques au niveau des fréquences et au niveau de ce qu'elles acceptent au niveau des voltages. Alors j'ai pas de 3090 pour faire les tests en même temps, du coup on va se contenter de la 3080, et la 3080 à stock, elle est réglée à 1922 MHz pour un voltage de 1026 mV, ce qui en jeu nous donne du 320 watts environ et une chauffe de 75 degrés sur notre modèle Founders Edition. Et au niveau des performances, on est à 64,9 FPS dans le jeu. Donc ensuite, j'ai fait tous les tests aux différentes fréquences, voltages disponibles ici, et j'ai mis les performances à chaque fois. Donc on voit que, à 1750, 780 mV, du coup on a baissé la consommation de la carte d'environ 100 watts, à peu près. La chauffe, on est passé de 75 à 69 degrés, pour 62,9 FPS en moyenne. Donc on voit que malgré cette baisse quand même assez forte d'environ 200 MHz de fréquence, une baisse assez conséquente aussi du voltage, on gagne quasiment 100 watts. Par contre, au niveau des FPS, on a perdu 2 FPS. Alors honnêtement, je trouve ça imperceptible, mais c'est quand même une différence assez incroyable. C'est là qu'on voit à quel point ça a été poussé très haut pour un résultat qui n'est pas forcément foufou. Je veux dire, on voit que la carte, même à 230-240 watts, a des performances vraiment très proches. Je sais pas trop pourquoi Nvidia a autant poussé la fréquence et le voltage, du coup, peut-être pour valider le plus de cartes possible, peut-être pour avoir les meilleures performances possibles, mais on va voir juste en dessous que c'est pas forcément le cas non plus. Donc on voit, quand on passe à 1800 MHz et 806 mV, on passe à 240-260 watts de conso, 70 au niveau de la chauffe, 65 FPS. Donc déjà là, à 1800 MHz et 806 mV, on a rattrapé la carte à stock, tout en consommant environ 60 watts de moins, on chauffe moins, on a les mêmes FPS, on va continuer, on voit que quand on passe à 1850-850, donc ce qui est le réglage, je dirais, pratique, simple à retenir, et qui fonctionne quasiment à tous les coups, et bien ici on voit qu'on passe à 250-270 watts, 72 degrés, et au niveau des perfs, on est à 66,4. Donc on est même mieux qu'à stock, tout en chauffant moins et en consommant beaucoup moins aussi. Là ici, on est aussi encore une fois à environ 50 watts de différence. Je dirais que là, la carte se rapproche grandement au niveau de la conso de celle de la 6800 XT. Donc on retourne à des valeurs quand même bien plus raisonnables. 320 watts, perso pour un GPU, je trouve ça énorme. Et encore, sur les customs, on est quasiment toujours à 350 watts à stock. La Founders Edition, c'est celle qui montait le moins haut de base. Alors ensuite, on voit qu'au plus on augmente la fréquence et le voltage, au plus on se rapproche au niveau des performances de la carte à stock, puisqu'on voit que quand on arrive à 2000 MHz, alors on a quasiment les mêmes perfs qu'à stock, puisque du coup on est limité par notre enveloppe de consommation. On est même légèrement moins performant, mais on voit clairement que dans tout ce qui a été testé, au niveau de l'undervolting, le plus intéressant, c'est le 1850, 850, les autres sont un peu moins sympathiques, même si
Si on cherche le combo qui consomme le moins, qui chauffe le moins, on voit que les deux premiers choix ne sont pas mauvais non plus, hein. La carte fonctionne très très bien, même à 1750 MHz, pour une console largement moindre. Et pour comparaison, j'ai aussi rajouté 2 overclocking, là aussi plutôt simple et rapide. Alors certes, on voit que si on augmente la limite de conso totale à 115% et qu'on rajoute 100 ou 150 MHz au corps, ben oui, on gagne en FPS, mais on augmente encore la conso, on passe de 320 watts maxi à stock à 360-370 watts, pour une chauffe de 80 degrés, et on voit qu'au niveau des FPS, on passe à 68,2 voire 70. Alors ok, on est plus performant que la carte en undervolting quand on l'overclock, mais est-ce que c'est vraiment hyper intéressant? Je vais vous mettre la vidéo côte à côte où on va voir justement la carte undervoltée et la carte overclockée côte à côte. Si vous arrivez à voir une foutue différence, prévenez-moi. Personnellement, je trouve ça exactement identique. Par contre, ce qui n'est pas identique, c'est qu'entre le 1850-850 et le plus 150 plus 115, on a 100 watts de conso en plus et une chauffe largement plus élevée. Et quand on arrive dans les 80 degrés, autant la Founders Edition à stock et undervolté, on l'entend pas trop, mais alors à 80 degrés, ça chauffe et ça souffle assez fortement, ce qui devient largement plus désagréable. Donc bon, pour environ 3-4 FPS en moyenne, personnellement, moi je trouve que ça vaut pas le coup d'avoir une carte qui consomme à peu près 400 watts, c'est juste énorme, quand on peut avoir à peu près la même chose pour 250-270 watts. Donc bon, voilà un petit peu pour les RTX. Alors encore une fois, on peut s'amuser à bidouiller un petit peu plus. Tout ce que j'ai mis là, c'est des réglages, un titre indicatif. Vous pouvez essayer de trouver la fréquence maximale pour un voltage donné. Il y a certainement moyen de grappiller quelques FPS si ça vous amuse. Personnellement, avec ma 3080, à 1850-850, j'ai déjà des performances similaires, voire supérieures à stock, tout en consommant moins, en chauffant légèrement moins. Moi, c'est tout bénef. Et je dirais que même utiliser la carte à 1750-780, ça me dérangerait pas non plus. Alors ok, c'est peut-être moins performant qu'avec un overclocking, mais je trouve que ce qu'on y gagne est quand même bien plus intéressant pour quelque chose de franchement imperceptible. Si vous avez regardé la démo du jeu, personnellement, moi je vois pas la différence. Donc bon, tout ça, c'est un titre d'info, vous en faites ce que vous voulez, si ça vous plaît et que vous avez envie de tenter le truc, allez-y, si vous préférez overclocker, vous en foutez de la chauffe et de la conso, allez-y, il n'y a pas de problème. Encore une fois, pour l'instant, on est en hiver, ça se passe pas trop mal. Par contre, cet été, quand on va arriver à des températures de folie, et que vous habitez dans une petite pièce et que vous avez votre 3080 ou 3090 qui va balancer du 400-500 watts pour les modèles les plus gourmands, là par contre ça va faire mal. Et puis en plus tout simplement, je trouve déjà qu'à stock 320 watts de conso pour un GPU c'est énorme. Quand on arrive dans les 450, quasiment 500 watts pour certains modèles custom débloqués, je trouve ça absolument hallucinant. 500 watts c'était la consommation d'un SLI à l'époque, de 2 cartes haut de gamme. 500 watts pour une seule carte tout seul pour des performances franchement pas vraiment supérieures à une carte qui consomme beaucoup moins, je trouve ça abusé. Donc c'est à vous de voir, moi je trouve ça intéressant. Si vous trouvez que ça ne l'est pas, passez votre chemin. Si vous voulez continuer à hausser, faites-vous plaisir. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'ai plus qu'à vous dire comme d'hab, n'hésitez pas à faire tous les machins pour que YouTube soit content, pour aider la chaîne. N'hésitez pas également à passer sur tout ce qui est Facebook, Discord, le stream, tous ces trucs là, les liens sont dans la description de la vidéo. Et aussi, comme d'hab, les commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis,
puis c'est tout. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!